Oui, bonjour Jean-Marie. Jean-Marie, tu vois, non, mais ça, c'est des lapsus. Voilà. Bonjour André. Dis-moi, on va donc commencer ces rencontres. Bienvenue au 14e rencontre d'Espace Marx. Donc, je te passe directement la parole sans te présenter parce que tu vas le faire toi-même. Bonjour. J'ai été présenté dans le programme comme porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Et comme Dominique me présente généralement comme cela, je me suis dit que puisque le sujet c'était le communisme, il me paraissait indispensable de répondre à la question de savoir si le communisme c'était un complot juif ou pas. Et très franchement, je n'ai pas préparé le sujet aussi sérieusement que je l'avais pensé pour diverses raisons, comme d'habitude, de dispersion et de dilettantisme. Mais je vais essayer quand même de vous apporter quelques propositions de travail. Depuis Marx, sans remonter plus loin, la question des rapports entre communisme et judéité sont bien évidemment nombreux. Marx lui-même réussira à être accusé d'antisémitisme par certains, quand d'autres verront dans son projet un nouvel avatar de la conspiration juive. Pour les défenseurs d'un ordre pré-capitaliste, capitalisme et communisme seront considérés comme deux catastrophes jumelles. Et l'antisémitisme de la vieille droite y verront deux figures du complot juif contre l'ordre et contre la famille. Alors, je dois dire que depuis quelque temps, je développais sans trop de recherche l'idée que l'anti-judaïsme chrétien avait été remplacé dans la deuxième moitié du XIXe siècle par un antisémitisme racial, le développement de ce racisme biologique ayant partie lié politiquement avec la nécessité de justifier l'absence des droits des peuples colonisés et qui ont été le point de départ du développement d'un racisme parfois, je dirais, obsessionnel, avec des délires de distinction de races, de sous-races et de sous-sous-races qui ont fait l'objet de publications nombreuses. Je crois, par exemple, que j'en étais arrivé dans la présentation de ce passage de racisme, de l'antijudaïsme chrétien à l'antisémitisme racial, à l'idée que ce passage était fait. Et j'avais comme exemple une déclaration du primat de Pologne en 1938, qui est une déclaration que je trouve assez extraordinaire, je la cite de mémoire. On peut ne pas aimer les Juifs, mais on ne doit pas les battre. On peut ne pas aller dans les magasins juifs, on ne doit pas casser leurs vitrines. On peut ne pas se servir au marché aux bancs juifs, mais on ne doit pas les renverser. Et si un juif se reconnaît sincèrement en Jésus, notre Sauveur, nous devons l'accepter à bras ouverts. Nous ne devons pas adopter un antisémitisme venu de l'étranger. C'est-à-dire que l'antisémitisme polonais, tel que le primat de Pologne le présentait, était purement religieux. C'est les Juifs qui restaient attachés à un peuple déicide qui continuait à ne pas être aimé, mais s'ils reconnaissaient en Jésus notre Sauveur, il n'y avait pas de problème. Il ne fallait pas adopter un antisémitisme venu de l'étranger, et la référence est assez directe en Pologne en 1938 avec l'antisémitisme hitlérien qui en 1938 n'est pas encore le génocide, mais qui est déjà d'une très grande brutalité. Alors, je dois dire que je pensais à partir de là essayer d'aller plus loin et de voir ce qui s'était passé, y compris après la Shoah.
et voir quelles avaient été les modifications de cela. Et puis, je me suis laissé prendre par les livres que j'ai retrouvés dans ma bibliothèque et j'en suis arrivé à l'idée qu'effectivement, aujourd'hui, j'allais vous parler de temps plus anciens, c'est-à-dire d'avant la Deuxième Guerre mondiale, en montrant à quel point des courants catholiques profondément réactionnaires ne passaient pas d'un antijudaïsme religieux à un antisémitisme racial, mais amalgamaient bien l'ensemble de ces éléments. Michel Vinop dit « Le pamphlet d'Édouard Drumont, 1886, La France juive ». Édouard Drumont, dirigeant antisémite, député d'Alger, dit, Michel Vinop explique, que la France juive est la première unification dans une perspective historique, tour à tour sociale, religieuse, politique, des trois sources principales des passions anti-juives, l'antijudaïsme chrétien, l'anticapitalisme populaire et le racisme moderne. L'antisémitisme comme anticapitalisme populaire, Auguste Bebel disait plutôt le socialisme des imbéciles. Mais on y reviendra peut-être. Le livre d'Édouard Drumont, La France juive, a eu de très nombreuses éditions à partir de 1886, bien sûr pendant toute la période de l'affaire Dreyfus, dont je ne parlerai pas parce que on l'a en tête et on voit de quoi il retourne, mais il a été aussi la référence de très nombreux autres livres qui sont parus dans la même période. Alors, dans ma bibliothèque, j'en ai trouvé 3 dont je voudrais quand même vous montrer que c'est pas la France juive de Drummond n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais qu'il y a beaucoup d'autres livres. Alors, je prends un premier exemple. Le sang chrétien dans les rites de la synagogue moderne. Alors, c'est un livre qui est paru sans date, mais vu les références à Drummond, qui doit être à peu près aux alentours de 1888. Bon. Et je cite l'introduction, pour que vous ayez un peu le style de l'époque. C'est des livres qui ont été, semble-t-il, assez diffusés. Le juif est de sa nature très dominant, patelin, souple au premier abord, même rampant quand il sent le maître, il se glisse, il s'insinue dans la société comme une fouine, etc., etc. Et le texte se poursuit avec un autre aspect qui apparaît toujours dans cette littérature. Le complot juif est à la source de la création de la franc-maçonnerie et la franc-maçonnerie est comme un bras armé de ce complot juif. Favorisée en outre par la franc-maçonnerie qui est née d'elle, la juiverie a beau champ aujourd'hui pour nous exploiter, aussi peut-elle admirablement profiter des circonstances et de toutes les ressources mises à sa disposition. À Paris, à Londres, à Berlin, à Vienne, capitale de la civilisation moderne, la race chrétienne est opprimée par la race juive. Donc, nous avons cela, mais ensuite, le livre va développer dans une sorte de longue introduction le fait que le juif dirige la politique, que le juif fait l'opinion en dirigeant les journaux, que le juif a horreur du travail de la terre, important, que le grand commerce est aux mains des juifs, avec à ce moment-là un grand développement sur Rothschild, les juifs sont les maîtres de la finance, les juifs pénètrent dans toutes les administrations, et l'auteur conclut après cette énumération, page 31, le juif
conduit le pays à sa ruine en faussant les esprits, en renversant les principes, en semant les idées révolutionnaires étant à la fois celles de la finance, du capitalisme et de sa contestation. En bouleversant les lois et les coutumes nationales, cet état de choses entretient dans notre société un ferment de discorde qui finira, qu'on en soit sûr, par des catastrophes épouvantables. Et le juif conduit le pays à sa ruine, faussant les esprits, mais en réalité, les idées révolutionnaires, donc, comme je viens de le dire, sont pour ce partisan de la tradition tout à la fois la révolution capitaliste, encore en France à cette époque, dénoncée non parce qu'inégalitaire, parce que les hiérarchies naturelles sont défendues, mais parce que bousculant les ordres naturels et donc la contestation révolutionnaire. Encore une citation, si vous les supportez, 47. Situation actuelle des Juifs dans notre pays. Nous ne saurions en aucune manière partager la pensée de quelques-uns, chrétiens même influents, qui regardent l'acte d'émancipation octroyé aux Juifs par le trop bon roi Louis XVI comme un bienfait et un acte de haute et sage politique. L'acte d'émancipation des Juifs est le fruit d'un de ces faux principes prêchés par la philosophie du XVIIIe, liberté absolue pour l'erreur comme pour la vérité, pour le mal comme pour le bien, égalité pour tous. Un siècle de durée de cette émancipation nous apprend que c'était un vain espoir de voir le Juif sortir de ses vices. Combien voit-on de Juifs sincèrement convertis? La race a-t-elle diminué en nombre? N'oublions pas du reste qu'un Israélite qui renie sa religion et se fait baptiser ne cesse pas d'être Israélite. Et tous les devoirs d'un Israélite continuent à lui incomber. Donc, on a bien là, c'est ce à quoi je voulais venir, l'idée que l'émancipation est vaine parce que la race est toujours là et que on n'a pas de solution. Alors, je ne voudrais pas vous embêter trop longtemps, mais parce que suivent 400 pages sur le sang chrétien dans les rites, c'est-à-dire toute une série de faits attestés qui montrent que même si les Juifs ne le savent pas, il y a besoin de sang chrétien pour faire la bonne recette du pain azime. Et donc, nous allons avoir, tout au long de l'histoire, des exemples de chrétiens qui vont être saignés par la synagogue pour faire le pain azime. Je ne développe pas, je n'ai pas la recette pour vous en dire plus. Je suis d'autant plus surpris que le pain azime est très blanc. Donc, il y a visiblement là un mystère supplémentaire de la capacité de la synagogue. Le deuxième livre, et peut-être doit être considéré comme plus sérieux, il a une dizaine d'années de plus, 1897, Le péril judéo-maçonnique, le mal, le remède. C'est un livre, c'est pas n'importe quel livre. C'est le livre qui a eu le premier prix ex-aequo du concours de la libre parole. La libre parole, c'est le journal d'Édouard Drummond. Et ce concours de 1896 a donné le premier prix ex-aequo à un certain Tilloy de Mâcon et qui va donc développer ce péril judéo-maçonnique. Le thème du concours, parce que c'était le résultat d'un concours, était le suivant: des moyens pratiques d'arriver à l'anéantissement de la puissance juive en France
le danger juif étant considéré au point de vue de la race, non au point de vue religieux. Et le livre paraît à la librairie, qui s'appelle la librairie antisémite, puisque, avec la libre parole, une maison d'édition parfaitement installée, boulevard Montmartre, en l'occurrence. L'auteur, Édouard Drummond étant le président du jury du concours dont je vous ai donné le thème. Et l'auteur, après plusieurs compliments réitérés à la libre parole, précise « Je n'entends pas confondre le vrai judaïsme et le faux judaïsme. Le vrai judaïsme qui a précédé l'avènement de Jésus-Christ est ici hors de cause. Et il mérite même tous nos respects. Donc on peut continuer à fréquenter l'Ancien Testament. Il a été le germe vivant du christianisme. Et il n'a pris fin qu'à l'avènement de Jésus-Christ, annoncé par les prophètes d'Israël comme le Messie rédempteur. Le faux judaïsme, ou la juiverie, est au contraire sa perversion. Nous ne devons pas confondre le juif de la Palestine, un Palestinien attaché au sol conquis et cultivé par ses pères, avec le juif de la diaspora ou de la dispersion. La critique porte sur l'ensemble de la race juive et sur des faits tangibles et dûment constatés. Là, il semble qu'il y ait un aspect contradictoire, puisque le juif de Palestine, est-il ou pas de la race, on n'en sait plus rien. Tandis, et pour vous donner quand même l'actualité de ce livre, tandis que les Allemands envahissaient notre territoire, Crémieux émanciper les Juifs d'Algérie, c'est le fameux décret Crémieux qui a fait des Juifs d'Algérie des citoyens français en maintenant les indigènes dans un statut inférieur, tandis que les Allemands envahissaient notre territoire, Crémieux émanciper les Juifs d'Algérie, et aussitôt 20 000 de ses corélégionnaires, tunisiens, espagnols, italiens, s'abattirent sur notre belle colonie, comme des vautours sur une proie. Dans le cheikh arabe Mokrani, et le cheikh arabe Mokrani va être un des dirigeants de la révolte kabyle en 1870-1871. Dans le cheikh arabe Mokrani, une connaissance du fameux décret Crémieux, il dit froidement au colonel de Polignac: on dit que les Juifs sont devenus Français, et moi je dis que ce sont les Français qui sont devenus Juifs. Et ça, c'est le point de vue donc du rebelle kabyle, qui va être encensé, et dont Tilloy va expliquer que ce décret Crémieux irresponsable va provoquer des troubles en Algérie parce que les Arabes ne vont pas accepter d'être ainsi maintenus en situation d'infériorité alors que les Juifs se voient autorisés à toutes les fonctions citoyennes, y compris celle, bien sûr, d'acquérir la propriété de la terre. Et ça, c'est bien sûr un enjeu important. Alors, je ne vais pas vous raconter toute cette histoire parce que je vois que le temps passe et que je ne vais jamais tenir dans le temps qui m'a été accordé, mais je crois qu'il faut bien dire que Tilloy va expliquer que le mal étant décrit, et on retrouve le même mal que celui dont je vous ai parlé dans le sang chrétien, y compris l'athéisme, et le fait que les catholiques sont sous le joug de la secte. La secte, c'est les protestants, bon, sous la Troisième République, bon, et notamment que l'école est donnée à la secte. Une citation sur l'école que je ne peux quand même pas vous donner. À qui sont confiées les hautes fonctions de l'État? Aux membres de la minorité sectaire. La minorité sectaire, ce sont les protestants. Comme on va le voir, l'enseignement primaire en France a pour souverain maître un protestant. L'enseignement secondaire a pour régent un protestant. L'école normale supérieure a des directeurs protestants. L'école polytechnique et l'école d'application de Fontainebleau ont bénéficié de ces hasards extraordinaires qui ont mis à leur tête des généraux protestants. Notre école des langues orientales, qui prépare des agents consulaires, est administrée par les protestants. Notre école des sciences politiques
est un grand conservatoire de protestants. L'école des hautes études commerciales est dirigée par un protestant, il en est de même de l'Institut agronomique. Tout le monde sait que les protestants de Madagascar sont les amis des Anglais, et etc. Vous voyez l'enchaînement qu'on va trouver. Le mal étant ainsi décrit, Kilwa va pouvoir proposer ce remède, le régime prohibitif, c'est-à-dire la prohibition de fonctions pour les Juifs, qui doivent être considérés comme des étrangers. Le problème est simple. Bon, dans tous les pays, est-il dit, on distingue les fonctions auxquelles ceux qui appartiennent à la nation peuvent avoir comme fonction et ceux qui sont étrangers. La race juive est une race d'étrangers et ils doivent donc être prohibés dans l'administration, dans la diplomatie, etc. etc. Interdiction de la propriété du sol, soumettre le capitalisme, dont le juif est le roi incontesté, à un contrôle et une répression sévères. Retour au principe de la morale évangélique qui pose la base des rapports équitables entre le capital et le travail, parce que là, les capitalistes exagèrent, incontestablement. Le faux remède de la fusion de la race juive dans notre milieu social, nous en voyons la catastrophe, nécessité d'une association de défense nationale. Là, il s'agit carrément d'aller au-delà, bien sûr. Ni un parti, ni un syndicat, mais il propose donc, face au péril judéo-maçonnique, une association exclusivement consacrée à la lutte antisémite. Le troisième livre que je vais vous citer s'appelle « Juifs et catholiques ». Il est de Vries et de Ekelingen, de Vries de Ekelingen. Ce livre, « Juifs et catholiques », date de 1939. Et là aussi, je vais aller plus vite, mais là aussi, il y a incontestablement fusion entre l'idée raciale, l'idée antichrétienne qu'auraient les Juifs et l'idée anticapitaliste. Exemple. On fait croire au peuple que toute mesure contre les Juifs est une erreur. Les journaux de toute tendance assurent que l'antisémitisme est une invention diabolique, qu'il est le premier pas vers l'antichristianisme, qu'il est contraire à la charité chrétienne. On oublie complètement qu'il est non seulement permis de se défendre contre les Juifs, mais qu'il est du devoir de tout chrétien de lutter contre leur influence et de contrecarrer leurs plans visant à la suprématie spirituelle et matérielle du judaïsme. L'antisémitisme, équilibré et motivé, dirigé par les lois de l'Église et des États, ayant disparu, puisque là on a accordé l'émancipation, un autre antisémitisme a levé la tête. Nous tâcherons d'établir dans les pages qui vont suivre ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de répréhensible dans ce mouvement qui s'impose avec une telle force qu'on ne peut plus fermer les yeux devant son évidence. Cet auteur-là défend explicitement le fascisme mussolinien, mais a quelques scrupules à défendre le nazisme purement et simplement. Cette distinction-là, on va la retrouver chez d'autres auteurs, on le sait. Et donc, la position de ce fasciste catholique romain est extrêmement précise et défend, explique ce qui était déjà expliqué dans d'autres livres. Je pourrais rentrer dans le détail. Alors, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je n'ai pas regardé. Dominique me laisse parler. C'est formidable. Plusieurs choses. La première, c'est
que cette littérature, je pensais honnêtement qu'il n'était plus nécessaire d'en parler. Je constate que aujourd'hui, on me dit, il faut peut-être que tu en parles. On me dit, il faut peut-être que tu en parles parce que on voit se réapparaître le bon vieil antisémitisme réactionnaire dans la société française, qui bien sûr ne prend pas ses formes, mais qui aujourd'hui mérite d'être pointé. Alors, il y a tout un travail qui serait l'intervention des rencontres philosophiques de l'année prochaine sur comment les choses se posent aujourd'hui. Ils se posent de façon extrêmement différente pour au moins deux raisons. Premièrement, l'antisémitisme d'État a disparu. Il n'y a plus d'antisémitisme d'État. Certains ont même été jusqu'à dire qu'il y avait des formes de philosémitisme d'État, au sens où quand les dirigeants de notre pays vont au repas du CRIF pour dire que la France ne serait pas la France sans les Juifs, alors même qu'ils n'auront jamais dit que la France ne serait pas la France sans ses musulmans ou sans ses bouddhistes, bon, on voit bien qu'il y a là un statut qui a été obtenu. Et ce statut-là, c'est la grande réussite de l'État israélien et du sionisme, qui a réussi depuis la Deuxième Guerre mondiale, et surtout depuis 1960 et le procès Eichmann, à faire de la Shoah une sorte d'absolu incomparable à tout autre phénomène, et même, si on écoute certains, inexplicable, que commencer à expliquer, c'est déjà justifié. On connaît cette formule lamentable, notamment utilisée par Manuel Valls, et que donc l'absolu de la Shoah devient quelque chose qui, dans les faits, donne à Israël une situation invraisemblable, qui est celle d'être un État-nation prétendant parler au nom des Juifs du monde entier, pour faire une politique explicitement contraire à tous les principes auxquels auxquels ce pays est censé respecter les règles. Alors, on a cette situation-là qui va supposer qu'on comprenne ce qui s'est passé de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est, quelqu'un m'a dit, tu vas encore faire du catho-bashing en ressortant ces trois bouquins et ces courants catholiques. Alors, je vais dire mon objectif en tant que militant athée, convaincu, n'ayant de naissance et n'ayant jamais véritablement compris la transcendance. Je ne fais pas du catho-bashing particulier, j'ai tendance à être d'un athéisme banal, mais je dois dire qu'il faut regarder à l'intérieur de ce qui peut être fait dans les différents courants catholiques, savoir faire des distinctions. Je prendrai, pour montrer que je ne veux pas faire du catho-bashing, je vais vous montrer le livre de Alain Dufil, qui est un diacre toulousain qui a écrit un livre Au pays de Jésus, les chrétiens et la lignée d'Abraham, qui est allé en Palestine, qui a rencontré les chrétiens de Palestine, et palestiniens, et qui, lui, est plutôt en colère contre la papauté, quand la papauté reconnaît en Israël le peuple de Jésus, en expliquant que ça n'a rien à voir, que d'une part, il y a des gens qui ont, les Palestiniens qui ont reconnu en Jésus le Messie étaient des Palestiniens
devenu chrétien et que d'autre part, il laisse entendre ce que Shlomo Sand va développer dans les années suivantes, à savoir que l'idée d'un peuple juif qui serait resté endogame depuis l'origine est une invention et qu'il s'agisse dans les premiers siècles, alors d'après certains, dès avant le christianisme, une diffusion du judaïsme existait dans la péninsule arabique et probablement jusqu'au Maghreb, que ensuite, après les premiers siècles après Jésus-Christ, il y a eu donc un prosélytisme juif au royaume khazar, etc., que donc il y a absurdité à vouloir faire de l'État d'Israël et du sionisme le représentant du peuple juif de la Bible. Voilà ce que notamment Alain Dufil, militant de la solidarité avec la Palestine, a eu l'occasion d'écrire. Alors, si j'avais le temps, je dirais, mais ce sera peut-être aussi pour l'année prochaine, est-ce qu'on peut avoir une conception matérialiste de la question juive? C'est le titre d'un livre d'Abraham Léon, militant trotskiste belge au tout début des années 40, avant d'être lui-même déporté, et qui explique, qui a lui développé la notion de peuple-classe, c'est-à-dire en quoi finalement l'antijudaïsme chrétien s'est alimenté aussi de la fonction sociale qu'avaient dans les différents pays européens les Juifs, notamment bien sûr ce commerce de l'argent, et d'autre part comment les réseaux financiers ont alimenté un antisémitisme qui est cet anticapitalisme des imbéciles, ce socialisme des imbéciles, pour reprendre la formule d'Auguste Bebel du Parti social-démocrate allemand. Donc il y a toute cette analyse à faire. Et puis il y a d'autre part la compréhension que l'on doit avoir de la place qu'aujourd'hui d'autres courants, notamment les courants évangélistes, ont pris dans la défense d'Israël, dans une vision sioniste antisémite, puisque pour les évangélistes, c'est quand tous les Juifs seront revenus à Jérusalem que le Messie reviendra, et à ce moment-là, où ils se convertiront, où ils seront voués aux gémonies et à l'enfer. Donc, cet aspect-là mérite, je crois, une compréhension quand on voit comment aujourd'hui on peut, de façon imbécile, confondre antisionisme et antisémitisme. Quand je dis imbécile, c'est pour être gentil, parce que c'est effectivement une stratégie pour Israël que de pointer comme antisémites tous ceux qui n'acceptent pas les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité menés contre le peuple palestinien aujourd'hui. Merci André. C'était un peu confus. C'était un peu confus, mais bon, une fois tu t'amélioreras. Et surtout, tu resteras dans le thème que j'avais prévu. Mais au-delà de ça, est-ce que quelqu'un souhaite rien dire? Non, simplement, c'est complexe parce que je crois qu'il serait difficilement compréhensible que cela soit autrement, étant donné la situation globale des compréhensions mutuelles et des phénomènes qui font que, comme l'a dit Platon, la perversion de la cité commence par la fraude des mots, et à partir de ça, effectivement, on peut tout en pouvoir. Vincent. Je voulais intervenir par rapport à quelque chose qui m'a fait réagir, comme le reste peut faire, mais qui m'a intéressé particulièrement, c'est de trouver dans cet ouvrage, et à mon avis, ce n'est pas lié à de la propagande, à des idées qui se répandent, parce que
ce passage où tu dis que dans l'ouvrage de la fin du 19e siècle, si je ne m'abuse, à moins que oui, ça, il est question de ce sang chrétien nécessaire pour faire la recette du paradis. Bon, évidemment, rationnellement parlant, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est autrement impensable, même si on se mettait tous à réfléchir pour faire une proposition d'un racisme fou et total. Mais il est question dans cette phrase, il est question du sang, pas seulement du sang chrétien. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'ouvrage de Ritipan sur le génocide cambodgien, où il dit explicitement et plusieurs fois que les combattants khmers rouges se nourrissaient du sang de l'adversaire pour reprendre des forces. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on retrouve là, à mon avis, et pas seulement là, bien sûr, parce qu'on parlait ce matin de la notion d'épuration, on retrouve là quelque chose qui renvoie à une sorte de mythologie des catacombes intellectuelles, si je puis dire, mais qui persiste et perdure jusqu'au XXe siècle, et j'espère que non, mais aussi, pourquoi pas, au XXIe siècle. Oui. C'est le tortionnaire, comment il s'appelle, Didi ou je sais quoi, qui dit ça en se confiant à Ritipan. Il renvoie, alors, mais pourquoi tu précises un peu ta pensée? Parce que tu avais évoqué comme thème de ton intervention le communisme, un complot juif. Alors, tu n'as jamais utilisé le mot de communisme dans ton intervention. Tu peux en dire plus, quoi. C'était pour voir si vous aviez suivi. Oui. Alors. Utiliser le terme d'anticapitalisme, tu as utilisé d'autres termes. Bon, j'ai oublié de le dire, mais je voulais mettre, bien sûr, pour montrer cette opposition des antisémites commune au capitalisme, notamment au capitalisme financier et au communisme, je pensais bien sûr mettre en exergue cette situation particulière que nous connaissons à Bordeaux, où c'est rue Furtado, banquier juif armateur, que se situe la fédération du Parti communiste français. Bon, ça, bien sûr, c'était pour moi un besoin de faire cette relation. Une des caractéristiques du mouvement, des mouvements juifs, contestataires dès le XIXe siècle, et notamment communistes, ont été d'être internationaux. Et donc, bon, d'une certaine façon, c'est vrai que face au patriotisme nationaliste, les mouvements communistes ont en commun avec le capitalisme ce que pour les capitalistes, on a tendance à appeler le cosmopolitisme. Cette question de la nation est quelque chose qui n'est pas forcément simple à combiner avec une analyse de classe. C'est un problème auquel tous les mouvements communistes et révolutionnaires ont été confrontés jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai adhéré à l'Union des étudiants communistes en 1963, j'ai effectivement d'emblée été gêné, alors que
je ne me considérais pas comme juif, mais comme d'origine juive, par la manière dont, dans les écoles de formation orthodoxes, si je puis m'exprimer ainsi, on y amenait la défense de la nation comme un élément qui me semblait fort peu combiné avec tout le reste de l'analyse. Il n'y avait pas intersectionnalité maîtrisée entre la nation et la classe. Bon, et je ne parle pas du sexe et de la race pour aujourd'hui. Donc là, on avait... Bon, les antisémites sont effectivement fascinés par le fait qu'il y a Rothschild à Vienne, à Rome, à Paris et à New York. Et que donc, les intérêts de Rothschild, par définition, ne sont pas des intérêts nationaux. Donc, ceux qui sont attachés à la notion de patrie, ceux qui sont attachés à la question de nation, vont être, j'ai envie de dire, spontanément tentés de voir dans la juiverie, dans ces réseaux-là, des réseaux antinationaux. Ma belle-mère, la première, j'ai eu deux, ma belle-mère disait à propos des patrons étrangers, on a assez de les nôtres, c'est pas d'en avoir en plus dès qu'ils ne sont pas d'ici. C'est-à-dire qu'il y avait cette défense nationale. Une défense nationale dont on sait qu'elle a été pour beaucoup compatible avec le colonialisme, et ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être plus avant. C'est vrai que, à propos de mai 68, on a la presse française et internationale a été très impressionnée par, d'une part, le nombre d'animateurs de mouvements, et pas seulement trotskistes ou maoïstes, qui étaient d'origine juive, et d'autre part, par le fait que la jeunesse, d'une certaine façon, dans sa masse, semblait avoir, ou du moins la jeunesse étudiante mobilisée, semblait avoir définitivement renvoyé ailleurs la question de l'antisémitisme avec le fameux « nous sommes tous des juifs allemands » qui était finalement juste une génération après la guerre. Bon, donc, le fait que ces jeunes-là ne se soient pas solidarisés immédiatement avec Israël, il y a un auteur israélien, Yael Aharon, qui a fait un livre qui s'appelle les étudiants révolutionnaires en France de mai 68, etc., et qui explique à un public israélien d'abord, mais c'est paru ensuite à la découverte, je crois. C'était encore Maspero. Non, à la découverte. Disons, ces jeunes qui soutiennent la Palestine alors qu'ils sont d'origine juive, c'est peut-être pas la haine de soi, thèse que vous connaissez par rapport au fait que des gens d'origine juive peuvent être très opposés, y compris au judaïsme. C'est pas forcément la haine de soi. Même quelque part, dit Yael Aharon, on peut se demander si, en adoptant ce point de vue-là, ils ne sont pas fidèles à une forme d'universalisme de la tradition juive. Et bon, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait sourire, disons. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'expliquer à un public israélien ce qui, a priori, nous apparaissait comme une évidence. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le problème, c'est plus jamais ça, et pas
contrairement à la manière dont le sionisme a bétonné en ghetto sa population, plus jamais ça pour nous. Parce que le plus jamais ça pour nous transforme, bien sûr, la logique du sionisme en logique de forteresse assiégée permanente. Il m'est arrivé de citer à ce sujet Napoléon, qui disait on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus, ce qui voulait dire à partir du moment où on entre quelque part avec des baïonnettes, on ne pourra jamais sortir d'une relation de violence avec la population considérée. Et ce qui est vrai pour la Palestine apparaît évident. Vas-y, Christian, une dernière question. Ouais, On a le temps, parce que le calendrier est bon. D'accord, merci. Merci Jean-André, mais puisque là, tu as été un petit peu hors sujet dans la présentation, enfin pas trop, mais un peu, c'était pas dans le titre, quoi. Drummond, c'est très intéressant, et moi je suis un peu sur ma fin d'actualité. Il y a une prophétie proclamée médiatique qui s'appelle Zemmour, dont on aurait peut-être pu avancer quelque chose. D'autant que je n'ai pas lu, mais son avant-dernier livre, c'est un escroc, un falsificateur de l'histoire, tout ce qu'on veut, notamment l'histoire de Louis IX, un roi juif, etc. C'est un des titres chapitres de son livre. Ça aurait été peut-être intéressant d'être un peu plus actuel. Voilà, ça c'est juste une petite remarque méchante. Moi, j'ai réagi un petit peu dans ma tête avec lorsque tu as parlé de Crémieux sur l'actualité des 2 dernières années. En décembre 2019, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes en France. Et à une occasion, parce que toutes les semaines, les médias majoritaires nous bassinaient sur les bonnes raisons qu'il y avait de ne pas aller à la manifester samedi prochain avec les Gilets jaunes. Et chaque semaine, ils inventaient une bonne raison nationale pour ne pas y aller. Et sur la 3e, 4e semaine, je ne me souviens plus, je n'ai pas noté tout ça précisément dans ma tête, mais il y a eu l'antisémitisme, puisque un philosophe sioniste, je ne sais pas comment il faut le qualifier, qui avait déjà fait une démarche un peu identique lors des Nuits debout, s'est rendu à proximité d'une manifestation de Gilets jaunes. Il a été interpellé et rejeté au titre de sioniste battant. Ce n'était pas juif battant, mais sioniste battant. Ça a été présenté comme de l'antisémitisme. Dès que tu tapes sur le sionisme, tu tapes sur le juif. Ça a été présenté comme ça. Et moi, à l'époque, j'aurais été juif et en France, j'aurais dit, mais c'est pourquoi ils sont. Ce sont les médias chiens de garde de Macron-Jupiter qui se servaient de l'antisémitisme pour en qualifier les Gilets jaunes qui ne sont pas descendus dans la rue par antisémitisme, pour d'autres raisons, auxquelles je peux adhérer à ça pratiquement 98%. Mais il y a bonjour, attends. L'antisémitisme est arrivé comme le moteur des Gilets jaunes, et il ne fallait pas y aller parce que c'est l'utilisation de. Donc, le danger qui est présent, il est toujours là. Je suis bien content que je termine sur ce que tu as dit sur les évangélistes et la Palestine. Je n'avais pas cette dernière notion qu'une fois que tous les Juifs seront rassemblés en Israël, enfin, on verra, et puis ils se convertiront ou on les mettra au feu. Moi, j'avais la notion, je me sens que c'est toi qui m'avais raconté ça, qu'à l'époque où il s'agissait de taper sur Daesh, les évangélistes américains poussaient pour taper sur Daesh, les sionistes d'Israël aussi. Ils ne savaient pas trop, ils avaient un dilemme entre eux pour savoir si le Messie était déjà arrivé ou pas. Donc ils se disputaient, ils n'étaient pas d'accord sur ce point de droit. Et en fait, je crois que c'est Netanyahou qui a tranché en disant écoute, le jour où il reviendra, on lui demandera si c'est la première fois qu'il vient ou s'il est déjà venu, parce que pour les évangélistes, il est déjà venu, et pour les juifs, il n'est pas encore venu. Merci. Merci. Je n'ai pas lu les bouquins de Zemmour. Il me semble que la réalité de ce qu'a été la politique de Pétain ne peut pas être considérée comme le bouclier, Pétain bouclier, De Gaulle l'épée, qui a été la tentative de certains de vouloir marier les droites de cette façon-là. Je crois que la politique de Pétain
a été la politique qui est annoncée dans Juifs et catholiques, c'est-à-dire marquer la différence, y compris dans l'habit. Et il y avait cette formule que je ne vous ai pas sortie parce que j'étais un peu long, l'auteur de ce livre disant j'espère que ce que je souhaite aux Juifs, c'est que cette distinction-là suffise et qu'on ne soit pas obligé d'aller plus loin. Donc, il y avait quasiment une menace physique directe posée. Zemmour, en voulant réhabiliter Pétain dans la galaxie de la droite française, incontestablement, il y a une dimension de haine de soi. Je crois que je suis tenté de dire il y a une dimension, bon, indépendamment du pur opportunisme politicien, je crois qu'il y a une dimension de haine de soi. Il n'est pas vrai que aucune étude sérieuse ne peut aboutir à la conclusion que Pétain a défendu les Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers. Il a d'abord sacrifié les Juifs étrangers. En ce qui concerne l'Église catholique française, c'est vrai que d'emblée, elle a soutenu la politique de distinction, de prohibition des Juifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris position pour le génocide, mais l'ensemble de l'institution catholique a pris position pour soutenir l'exclusion des Juifs des professions juridiques, des professions médicales, des professions enseignantes. Donc, il y avait cette mise à l'écart du fait que, y compris français, ils devaient être considérés comme étrangers. Bon, de la part du pétainisme, les choses ont été claires. C'est vrai qu'en tant qu'institution, il y avait des courants différents. Bon, je vous ai cité le primat de Pologne tout à l'heure. Les déclarations de Saliège ne sont pas contradictoires avec ça, c'est-à-dire de défense contre le génocide. Bon. Et au bout d'un moment, la position de l'institution catholique a été plutôt hostile au génocide. Mais ça n'a pas été une position unanime de l'Église française. Ça, c'est sûr. Je crois que je l'ai dit, place des droits de l'homme, parvis des droits de l'homme à Bordeaux, je peux le répéter. Je pense que la politique de Macron est responsable de la réalimentation d'un antisémitisme réactif du deux poids, deux mesures. Quand un pouvoir macronien soutient de fait la politique israélienne, reconnaît Israël comme parlant au nom des Juifs du monde entier, alors même que ce pays commet les crimes qu'il commet, Macron et la politique française alimentent un antisémitisme du deux poids, deux mesures incontestable. L'accusation d'antisémitisme portée sur la jeunesse maghrébine a un caractère imbécile et dangereux. Quand, bon, je ne développe pas, aujourd'hui, quand vous voyez un scandale, une affaire d'État comme celle de Georges Ibrahim Abdallah, maintenu en prison à Lannemezan, quand vous voyez, et que donc il n'est pas libéré alors que le fait qu'il reste en prison est un scandale d'État, je ne peux pas développer. Forcément, il y a l'idée que la politique française est soumise à la politique israélienne et à la politique américaine. Macron apparaît comme acceptant des diktats de ces pays-là. Et à partir de ce moment-là, il alimente le complot juif.
Et on a vu ça aussi, d'une certaine façon, dans l'anticapitalisme mal maîtrisé et parfois avec des formules désagréables, y compris avec par rapport à la pandémie. Bon. Alors, je ne vais pas faire un truc sur la pandémie, mais on nous explique à contre-courant de tout ce qui avait été les explications des décennies précédentes, de la part des pouvoirs, que la santé n'est pas une affaire individuelle, mais une affaire collective. Et en même temps, pour dire là, en même temps, on maintient les brevets comme propriété capitaliste. Cette contradiction-là, elle est terrible. Bon, aujourd'hui, si la santé est bien une affaire de protection collective, l'urgence évidente serait la levée du secret sur les brevets. S'il n'y a pas ce secret, ça veut dire que les pouvoirs politiques apparaissent comme dans la dépendance de Big Pharma. Et si on commence à dire qu'il y a des Big Pharma internationaux qui dominent les pouvoirs politiques, il y a forcément des gens qui vont mettre une pancarte en disant « Qui ?» D'accord? C'est fait. Voilà. Donc, oui, je crois que nous sommes dans un sale moment, dans un très sale moment de régression nationaliste. Oui, ça ne... Bon, je ne sais pas quel sera le résultat demain midi du deuxième tour. Se bat avec le capitalisme américain.